reçu il y a quelques jours l'appel du professeur Bako qui a souhaité à ce que je vienne aborder une thématique qui banalement paraît une thématique environnementale, mais a plutôt beaucoup de profondeur et de fondement sur des questions géopolitiques, des questions de consolidation de la paix, des questions socio-économiques et du fait que les aires protégées aujourd'hui deviennent l'ancrage pour le développement durable et la consolidation de la paix. Le professeur Bako est mon aîné à l'école. Je crois que quand je faisais mes premiers pas à la faculté des sciences agronomiques, je faisais ces derniers pas, ils sont faits. Donc c'est un plaisir pour moi de répondre à votre invitation et je vous remercie de m'avoir associé à cet événement. Alors ma présentation tournera autour des questions des aires protégées face aux enjeux socio-économiques et sécuritaires en Afrique de l'Ouest. Déjà pour nous plonger dans le contexte africain, parce qu'il faut véritablement comprendre le contexte dans lequel nous sommes au niveau du continent. L'Afrique regorge 25% de la biodiversité mondiale. Un héritage important à préserver. Mais nous sommes véritablement aussi confrontés à beaucoup de défis socio-économiques, les questions de pauvreté, de dépendance de ces ressources naturelles, la croissance démographique. L'Afrique est le seul pays qui va tripler sa population d'ici l'an 2100. Le seul continent plutôt. Il y a beaucoup de défis de gouvernance, la perte de l'habitat, de la biodiversité, les questions de changement climatique avec ses corollaires sur la sécheresse et les défis environnementaux que vivent les communautés et cette crise sécuritaire. Donc nous nous retrouvons véritablement dans ce contexte, une complexité importante qu'il faut pouvoir embrasser avec beaucoup de tact et beaucoup d'intelligence. Notre sous-région ouest-africaine, plutôt confrontée à des défis importants, une fragilité écologique et sociale. Autour des années 1900, nous étions autour de 140 millions d'habitants en Afrique de l'Ouest. Il est projeté qu'en 2050, nous soyons autour de 800 millions. Les ressources s'amenuisent, la population grandit, les besoins par unité de population croissent, ce qu'il nous faut dans une certaine complexité vis-à-vis des ressources naturelles qui servent de base à plus de 70% de nos communautés. Une complexité importante à internaliser dans toutes les approches et qui a aussi ses implications sur les questions de conflits, de tensions communautaires. S'il y a peu de ressources et plusieurs personnes qui ont besoin de cette ressource, forcément, chacun tire le gras de son côté et ça devient source de conflits et de tensions. Cette pression croissante aussi s'exprime par la dégradation accélérée des écosystèmes liés aux questions de changement climatique. La forte dépendance des populations, il est estimé que dans la plupart des milieux ruraux, 70% de nos communautés dépendent d'une manière ou d'une autre des ressources naturelles, que ce soit pour la cueillette, des produits forestiers non liés, l'eau ou autres. Et aussi, on a constaté que dans la sous-région, on a eu une augmentation criarde des questions d'insécurité alimentaire. Ce qui pose évidemment un problème sérieux quand on lie la dépendance aux ressources naturelles à la réalité de nos peuples aujourd'hui. On constate aussi cette forte dépendance des communautés aux ressources naturelles à travers un certain nombre d'aspects importants. Le premier, c'est que l'agriculture de subsistance, directement liée aux ressources naturelles, terre, eau, fertilité naturelle, etc., pose un problème. Une étude récente que nous avons conduite autour des parcs de la Pétavie de Double démontre que plus de 90% des communautés sont liées à l'agriculture, à l'élevage et à la collecte des produits forestiers. Imaginez un peu cette dimension face à des aires protégées qui doivent fournir plus pour un nombre croissant de populations, mais qui ont une capacité assez réduite du fait des facteurs de dégradation. Il y a une préoccupation importante. Si au-delà des facteurs naturels qui affectent les ressources naturelles, des facteurs humains qui affectent les ressources naturelles, on a encore une pression sécuritaire qui complexifie la vie des communautés et complexifie les possibilités de gestion de ces ressources
alors nous nous retrouvons dans une situation d'aggravation qui aura forcément des impacts sur l'accroissement des conflits, des tensions socio-communautaires, etc. Dans un passé récent, on avait des accords tripartites entre le Niger, le Burkina et le Bénin pour gérer le complexe Ouattara, où les forestiers béninois pouvaient pourchasser un braconnier à l'intérieur du Niger et du Burkina et vice-versa. Cette crise sociopolitique aujourd'hui ne permet plus de le faire, ne permet plus d'harmoniser les pratiques et donc rend plus complexe la gestion de ces aires protégées. À quoi ça ressemble véritablement dans notre sous-région? Imaginons un monde idéal où on n'a aucune pression sur les ressources naturelles. La région ouest africaine devrait être comme celle-ci. On se retrouve dans un contexte où nos pays ont besoin de se développer, donc il faut des routes, il faut des infrastructures, etc. Couplé à tous les facteurs que je viens de lister, nous ramène dans la réalité du réseau d'aires protégées que nous avons. Si je projette les ambitions d'infrastructure de nos États sur la carte du réseau d'aires protégées, voici ce que ça donne. L'ambition des routes, des infrastructures, du développement, des malls et tout ça ronge en grande partie déjà le réseau d'aires protégées, qui devrait servir de socle pour lutter contre le changement climatique et lutter et apporter des solutions basées sur la nature durable aux communautés. Lorsque je projette encore la perte du couvert forestier, tout ce que vous voyez en violet, le long de la côte, on constate un fort potentiel de dégradation et de déforestation. Je projette l'agriculture. Nos ambitions agricoles croissantes du fait de notre population croissante et du fait des besoins importants pour joindre les deux bouts, nous ramènent à cette situation. Et quand vous regardez cela, déjà là, vous voyez, on n'a que de petits réseaux d'aires protégées qui subsistent. Ici, vous avez le complexe WA et Pendjari, qui subsiste un peu, et quelques petites taches en vert que vous voyez, qui représentent en réalité ce que nous avons aujourd'hui et qui peut servir à régler des problèmes croissants. Je projette les feux, ça s'aggrave. Donc finalement, on se retrouve sur une même ressource, c'est comme une maman qui porte une bassine vide et dans laquelle on commence à ajouter du poids de façon intempestive sans tenir compte de la résistance de son four. Et c'est la situation réelle du réseau de nos aires protégées qui devrait servir de socle pour régler tous nos problèmes climatiques, environnementaux et apporter des solutions durables à une population croissante. Comment gérer cette complexité? C'est ça la vraie question. Et quelle est la contribution des uns et des autres pour gérer cette complexité? Donc nous nous retrouvons véritablement aujourd'hui dans la sous-région avec une carte qui ressemble un peu à ça. Tout ce qui est en rouge, ce sont tous les facteurs de dégradation dont je venais de parler et qui nous laissent peu de marge de manœuvre pour que les aires protégées jouent réellement leur rôle tel que voulu, tel que désiré par la population de cette portion de l'Afrique. Donc, comme je le disais, on a un contexte sécuritaire qui se complexifie, on a une paix alarmante des espèces clés, l'héritage véritable comme nous avons en Afrique de l'Ouest disparaît. En début de carrière, on observait encore des mécanismes dans la Pendjari et dans le W. Aujourd'hui, on n'en observe plus. Et donc, c'est le cas pour plusieurs autres espèces. Le réseau d'aires protégées n'existe pratiquement plus. Et on a des défis de gouvernance qui se complexifient, mais aussi une transformation sociale et économique exponentielle de nos sociétés à travers les ambitions de développement, mais aussi les changements dans les normes et les pratiques que nous avons. Dans le monde traditionnel, il y avait des normes culturelles traditionnelles qui gouvernaient l'utilisation des ressources naturelles. Toutes ces normes ont disparu aujourd'hui. Donc il y a toute une transformation de la société qui renforce la problématique et engendre ce effondrement écologique, entraîne des tensions et des vulnérabilités. Et ces tensions et vulnérabilités peuvent créer des préjugés qui entraînent des marginalisations potentielles sur un certain nombre de communautés qui se sentent faibles par rapport à d'autres
et alimente tout le processus de conflit, y compris la radicalisation que nous observons dans nos sociétés actuellement. On tend vers une autre situation alarmante. En 20 ans, la plupart de ceux qui sont dans cette salle ont au moins 20 ans, je suppose. Dans un système extensif qui est basé sur l'abondance, l'utopie de l'abondance de la ressource, et donc on ouvre, on cultive, sans véritablement aller dans une vision assez dynamique et stratégique. Les savoirs traditionnels ont disparu, les conflits fonciers se sont amplifiés, la pêche, la chasse, la cueillette sont restés comme des pratiques marginales, reléguées à l'héritage culturel. Donc on se dit, depuis 50 ans, mes parents pêchaient, je dois continuer à pêcher. Même si mes parents sortaient des poissons d'un volume plus grand, et qu'aujourd'hui j'en sors d'un volume beaucoup plus petit. Quelle est la prise de conscience dans ce domaine? La transhumance pastorale est devenue aussi un enjeu socio-économique majeur. Mettant donc les questions de culture historique et compromettant certains modèles économiques qui existaient et qui cohabitaient de façon pacifique entre les différentes cultures. On se retrouve véritablement face à cette situation. La pression démographique et les besoins croissants, on risque de doubler tous les 30 ans notre population, avec une incapacité croissante de nos systèmes traditionnels et étatiques à répondre à la demande. Et aussi une source de conflits et de tensions communautaires qui sont liées à la dégradation de l'environnement. Parce que la dégradation de ces ressources entraîne la baisse de fertilité des sols, entraîne un certain nombre de corolaires sur la qualité des eaux, etc. Comment est-ce qu'on met tout ça ensemble pour trouver une solution véritable à cette crise? La pression sur les aires protégées, les différents utilisateurs de ces ressources, ils voient plutôt une réponse à leurs besoins urgents, entraînant des perturbations sociales, économiques et écologiques majeures. Tout le monde se dit, ok, si la forêt n'existe qu'à l'université de Parakou, allons tous couper. Un phénomène assez palpable de cela, c'est les arbres de Cassandra qu'on a planté pendant des années sur nos artères dans les villes. Quand vous les regardez, ces arbres ont été molestés pendant longtemps, ont des formes bizarres. On se dit, la ressource est là, non, utilisée. On ne se dit pas, pourquoi je ne mets pas un Cassandra chez moi pour avoir une utilisation personnelle et durable de ce Cassandra. Voici un peu la mentalité qui renforce la problématique au niveau de nos sociétés. Sur cette base, on se dit il y a une liaison étroite entre les conflits, les tensions, la radicalisation, l'extrémisme violent et les ressources naturelles. Et donc, si nous établissons ce lien, nous devons aussi comprendre que la solution viendra de ces ressources naturelles, donc de la gestion véritable et holistique de ces ressources naturelles. Tant que nous ne les gérons pas, nous contribuons à renforcer le problème et à renforcer la complexité de la situation. Les grandes aires protégées qui existent encore, comme je le montrais sur ma carte, que faut-il en faire? N'est-il pas temps de se dire que nous les gérons véritablement pour maintenir l'essentiel, ou allons-nous toujours continuer l'exploitation irrationnelle de ces aires protégées comme cela se fait? Il est important d'agir maintenant. Des estimations de certains scientifiques disent que protéger la nature coûte environ $6 par hectare par an, alors que la restaurer coûte 250 fois plus cher, $1 500 par hectare par an. Et quand on se met dans le contexte où nos pays utilisent moins d'1% du produit intérieur brut pour la conservation, et qu'on se met dans les différents conflits, la COVID-19, les tensions socio-communautaires, la crise terroriste, qui réduit plutôt la possibilité de financer la conservation, on se dit qu'il faut agir maintenant ou tout payer. Je peux agir maintenant à $6 par hectare par an, au lieu de laisser la situation continuer par s'aggraver et dépenser 250
fois plus, alors que les ressources n'accompagnent pas cette dynamique. Une réflexion importante à intégrer, internaliser. Donc, il est nécessaire de changer de paradigme. Déjà, ne pas voir les aires protégées comme des endroits sacrés de protection de la faune, du lion, de l'éléphant, etc. Mais plutôt les aires protégées au service de la communauté pour régler les problèmes citoyens. Les aires protégées deviennent donc des leviers de stabilisation territoriale, de résilience climatique et de cohésion sociale. Donc aujourd'hui, il n'est plus possible de gérer les aires protégées comme si on élevait des vaches pour des besoins alimentaires, mais de gérer les aires protégées comme des leviers de stabilisation et des solutions long terme pour la nature et pour les hommes. Dans le contexte ouest-africain où l'insécurité prend de plus en plus de l'ampleur, la gestion intégrée devient l'outil important pour apporter une solution durable à ces aires protégées. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit African Pact, qui intervient au Bénin depuis 2017 dans le parc de la Pendjari et depuis 2020 au parc du groupe Bénin. Une option choisie par le gouvernement du Bénin parmi tous les modes de gouvernance qui existent dans la gestion des aires protégées. Donc les partenariats publics-privés, ce qu'on appelle globalement les partenariats de gestion collaborative, ont été adoptés par le Bénin depuis 2017, qui a invité African Pact à contribuer à l'effort de conservation et de réhabilitation de son réseau d'aires protégées. Ce n'est pas un modèle nouveau, puisqu'il est implémenté à ce jour dans plus de 50 pays en Afrique, avec plusieurs mandats similaires à travers le continent. Le principe de ce modèle est simple. C'est qu'une autorité responsable d'une aire protégée, dans notre contexte l'État, fait appel et conclut un accord contractuel avec un partenaire, ONG, privé ou autre type de structure, pour gérer une aire protégée en déléguant une partie de ses obligations. C'est tout le principe des partenariats publics-privés. Et dans ce contexte, l'État maintient sa souveraineté, reste propriétaire de l'aire protégée, reste propriétaire du parc, détermine la législation qui accompagne la gestion de ce parc et assure la surveillance statutaire. Au niveau maison, met en place un conseil d'administration entre la structure délégataire et le délégant pour réellement superviser de façon stratégique et faire approuver les différents plans, budget, options de gestion, etc. Et donne le mandat total au gestionnaire de répondre aux obligations de l'État par rapport à la vision qu'elle définit pour l'aire protégée qu'elle met en délégation. African Pact aujourd'hui gère 23 parcs à travers le continent, dans 13 pays, à environ 20 millions d'hectares sur sa gestion et emploie plus de 5000 personnes à travers le continent. Le modèle est organisé autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est la conservation de la biodiversité. On se dit, en appliquant les lois nationales qui gouvernent nos aires protégées, en faisant du suivi actif des écosystèmes et des espèces, en faisant de la restauration d'écosystèmes critiques et en faisant du suivi et du monitoring, nous apportons une solution à la conservation de la biodiversité. Le second volet, c'est celui du développement communautaire. La conservation ne peut pas être une affaire d'animaux, c'est une conservation au service de l'homme. Et donc, il faut apporter des solutions importantes aux communautés pour renforcer leur engagement à la conservation, puisqu'elles constituent, dans la plupart des cas, des facteurs de dégradation de ces ressources. Il faut pouvoir trouver la connexion au niveau communautaire pour cela. Et on dit généralement que la conservation sans le financement, c'est une conversation. Et donc, il faut pouvoir développer des mécanismes qui s'engagent dans une durabilité financière de ces aires protégées. Sachant que les ressources sont minimes, il faut que l'aire protégée évolue vers une situation où elle peut s'autofinancer sur le moyen ou le long terme. Donc, ce sont les 3 piliers qui gouvernent le modèle.
Et ceci, en les appliquant, nous permet d'avoir des aires protégées écologiquement intactes et fonctionnelles qui fournissent des services écosystémiques importants aux communautés, d'avoir une base de soutien communautaire à la conservation, mais aussi de pouvoir positionner le financement de ces aires protégées dans la durabilité. Et donc, on a ces trois niveaux de durabilité, écologique, sociopolitique et financière. Au niveau écologique, il faut pouvoir assurer la résilience des écosystèmes et la préservation de la biodiversité à long terme. Au niveau sociopolitique, il faut pouvoir renforcer la cohésion sociale et la gouvernance locale autour de ces aires protégées. Et au niveau financier, garantir la viabilité économique de la conservation, même dans un contexte instable. Généralement, la manière dont les aires protégées sont gérées sur le continent, c'est qu'on se dit, cette année, on a pu mobiliser 500 000. On dimensionne la gestion en fonction des moyens. Il faut pouvoir évoluer vers un système où nous dimensionnons plutôt les besoins et les moyens, pour qu'il y ait une bonne concordance et qu'on se mette dans un processus de durabilité qui permet de soutenir ces actions sur le long terme. Et donc le modèle est organisé autour de ces trois aspects clés qui apportent non seulement la solution environnementale, mais apportent la solution socio-économique qu'il faut pour que les communautés restent engagées et donc par ricochet, les deux entraînent une certaine durabilité financière qui ensemble soutient donc la minimisation des risques, des conflits et des tensions. Pour ce faire, comme je le disais, on a mis en place des plateformes de gouvernance avec une représentativité des différents acteurs, l'unité de gestion qui gère au quotidien, le conseil de gestion qui est composé de personnes du domaine qui ont un apport important dans la définition des outils et des stratégies, et le comité de suivi qui est une instance gouvernementale qui regroupe plusieurs ministères qui suit la mise en œuvre de ce qui se fait au niveau de chaque fois. Et donc, l'autre aspect important, c'est qu'on doit être en mesure de comprendre et d'actualiser notre compréhension des dynamiques autour de ces aires protégées pour pouvoir en apporter des solutions requises. Et donc, nous nous inscrivons dans un processus de gestion adaptative où nous planifions, nous implémentons, nous évaluons, nous tirons des leçons pour alimenter constamment l'effectivité et le standard de gestion de ces aires protégées. Ensuite, on met en œuvre un certain nombre d'outils, donc le renforcement de l'application de la loi avec des équipes de rangers sur le terrain qui assurent une permanence sur les protégés. Le volet important lié à la thématique du jour, c'est que la nature a horreur de vie. Imaginez une maison que vous construisez et que vous ne visitez pas, où il n'y a pas de gardien, il n'y a personne. Qu'est-ce qui se passe? Le voleur, le bandit qui veut vous visiter, ou le propriétaire virtuel, tel que j'aime les appeler, vient vous visiter parce qu'il n'a pas de contrainte, il n'a aucune possibilité d'être attrapé. Le fait qu'on renforce l'application de la loi dans les parcs permet non seulement de détecter l'illégalité, ça peut être du braconnage, ça peut être de l'exploitation forestière, comme ça peut être des activités illégales comme le terrorisme, mais aussi permet une certaine présence, une stabilité. Renforce la capacité vraiment de déployer nos équipes de conservation, nos équipes socio-communautaires pour apporter des solutions à chaque composante du modèle. Et par ricochet, apporte une certaine stabilité au niveau local. Nous déployons aussi beaucoup d'autres moyens aériens, parce que la vue du haut est aussi importante. Une couverture terrain assez optimale qui nous permet véritablement de marquer la présence de l'État sur ces aires protégées qui, généralement, quand vous voyez la première carte que j'ai projetée, les aires protégées se situent dans les zones les plus reculées en Afrique. Et dans les zones où on a des dynamiques communautaires de pauvreté assez élevées. Et dans des zones où on a une faible ou moyenne présence de l'État. Du coup, être en mesure d'avoir les yeux sur ce territoire est assez important pour mitiguer plusieurs risques et anticiper des conflits. L'utilisation de la technologie aussi dans nos approches, la mise en œuvre des infrastructures qui aident véritablement à la gestion quotidienne. Je vais vite sur ces aspects parce qu'ils ne sont pas forcément liés à notre pratique,
mais ce sont des outils qui nous permettent de maintenir la ressource. Si nous nous inscrivons dans une perspective future, ou peut-être dans un certain nombre d'années, on n'a plus la crise sécuritaire et qu'on doit développer le tourisme se développe sur le fait qu'il y ait des éléphants, des lions, etc. Donc tous ces outils que nous mettons en place permettent de maintenir la ressource dans le standard vie et de limiter la disparition de ces espèces clés, la dégradation des écosystèmes, etc. Actuellement, nous employons 700 personnes sur les 2 parcs de la Pécarée de l'eau. 98% des personnes que nous employons viennent de la proximité de ces aires protégées. Donc c'est un peu ça la valeur ajoutée. Rien que l'emploi constitue une source de fierté et d'engagement communautaire. Donc être en mesure de gérer ces aires protégées, de mobiliser des ressources pour les gérer, pour poursuivre donc, la fourniture de l'emploi au niveau communautaire, réduit la pression dans ces zones. Assez important. Il y a des estimations qui disent qu'une personne qui est employée en Afrique nourrit tout au moins 5 autres. Donc 700 fois 5, on est déjà dans une dimension de 3500 personnes qui non seulement se sentent fiers de contribuer par leurs efforts à leur propre épanouissement, mais aussi changent leur mentalité, leur dynamique et se donnent un certain espoir pour continuer par progresser au niveau carrière. Les États auraient pu décider de transformer ces espaces en de vastes cultures de palmiers, en de la monoculture. C'est un choix que les États ont fait de créer des réserves pour la faune au profit des communautés. On aurait pu choisir autrement, on aurait pu faire opérer des choix différents. Donc les pactes sont des choix d'utilisation de terre et nous estimons que les communautés autour de ces aires protégées doivent bénéficier et être résilients aux conditions défavorables. Et donc nous avons mis en place une stratégie que nous appelons la stratégie 3E+, l'engagement, l'économie et l'éducation. Et puis le plus qui est tout ce qui peut apporter une certaine valeur ajoutée aux communautés. L'engagement permet réellement de s'engager dans des actions d'information, d'implication des communautés dans les activités de gestion, dans la prise de décision, de créer des cadres de lignes directrices pour les activités de sensibilisation et surtout de créer cet état d'esprit, de créer ces ambassadeurs pour la conservation. L'économie permet d'apporter un plus au niveau communautaire. Donc, comment est-ce que nous construisons une économie qui est axée sur la conservation et qui permet d'améliorer les moyens de subsistance durable? Nous nous retrouvons dans un contexte où on a beaucoup de savoirs traditionnels autour de ces aires protégées qui ne sont pas assez valorisés et qui peuvent être mis dans une chaîne de valeur qui permet d'apporter un plus. La plupart des projets, on a toujours supporté des activités génératrices de revenus et donc nous estimons qu'en apportant véritablement cette solution au niveau communautaire, nous amplifions les actes, nous rendons les gens plus fiers de l'existence du parc et nous limitons les conflits qui peuvent exister. L'éducation, tant que nous ne changeons pas la mentalité générationnelle des uns et des autres autour de ces parcs, nous aurons toujours des acteurs qui seront des poids négatifs à la conservation. Quand on commence à investir, à inculquer cette mentalité environnementale autour de nos aires protégées, tout en renforçant aussi l'éducation classique. Et c'est un peu dans ce cadre que le 3e E s'exprime. Comment apporter une solution où nous n'avons pas des écoles, comment apporter un support à des enseignants qui ne reçoivent pas des salaires, comment apporter un support à des élèves très méritants qui n'ont pas des opportunités d'éclore leur talent parce qu'ils n'ont pas de moyens, comment intégrer tout ça et les rendre tous des ambassadeurs de la conservation. Et le plus, c'est tout ce qui est partenariat stratégique. Pendant la Covid, on a dû faire appel à des spécialistes de santé pour apporter une solution au niveau communautaire. Et nous estimons que cette stratégie, si elle est bien implémentée, elle permet véritablement de transformer les mentalités et de créer cette connexion vis-à-vis des ressources naturelles. L'inclusion communautaire est une conséquence directe de cette stratégie, avec tout ce que nous mettons en place en termes de concertation locale structurée, donc mise en place des plateformes de dialogue et de gouvernance.
On a autour des aires protégées ce qu'on appelle les associations villageoises de gestion des réserves de faune, qui constituent l'interface entre le gestionnaire et la communauté et qui sont des partenaires privilégiés dans ce que nous faisons, les réunions participatives, les comités villageois que nous mettons en place, l'accès aux services sociaux, santé, éducation, infrastructure dans les villages périphériques, les activités économiques alternatives dont nous faisons la promotion et l'appropriation communautaire. Le renforcement du sentiment d'appartenance au projet de conservation est véritablement important. Juste pour donner un exemple, les communautés autour de la Pendjari ont l'habitude d'aller pêcher dans le parc de façon traditionnelle. La crise sécuritaire a empêché cela pendant 1 ou 2 ans. On n'aurait pas pu continuer à donner l'accès à la pêche si les forces de défense et de sécurité n'accompagnaient pas le processus. On se dit, ok, vous pouvez pêcher ici, cette année, malgré la crise sécuritaire, mais on se dit qu'on déploie l'armée, on déploie Rangers pour assurer la sécurité du site et éviter que l'accès à la pêche ne devienne un problème. C'est-à-dire le désir de bien faire et d'apporter une solution aux communautés ne devienne plutôt un processus qui les noie davantage. Donc cette coopération, ces partenariats stratégiques sont assez importants, permettent d'avoir le renseignement nécessaire pour anticiper les menaces, mais aussi facilitent donc, la mise en œuvre des différentes stratégies. Si ces aires protégées n'étaient pas jouées, on n'aurait pas pu garantir une certaine sécurité pour réactiver cet accès à la pêche. Et donc, cette dimension est véritablement importante. Si nous laissons ces aires protégées, en fait, les conséquences sont dramatiques, de façon directe et indirecte sur les communautés. Et donc, on doit véritablement avoir cette intelligence d'apporter une solution durable, inclusive à la gestion de ces aires protégées. Alors, dans quoi nous mettons aussi la gestion de l'avancée du fonds agricole, les questions de transhumance et la résolution des conflits hommes-faune. Mieux vous gérez, plus vous avez un poids de population de faune. Et la conséquence directe, c'est que vous aurez des conflits entre les communautés qui sont en périphérie et la faune. Il faut pouvoir anticiper cette conséquence, aller véritablement dans cette analyse de toute la chaîne et être en mesure d'anticiper cela. Aujourd'hui, sur les 2 parcs du Bénin, on a plus de 4600 éléphants. On a 8500 buffles dans ces 2 aires protégées. Et donc, comment nous gérons cette dimension des choses si nous ne savons pas anticiper l'implication que ceci aura? Nous investissons aussi dans la construction et la réhabilitation de points de forage. On sait que la zone septentrionale a des problèmes de sécheresse, a des problèmes d'adduction d'eau. La réhabilitation d'infrastructures scolaires, le support aux enseignants, les dons de matériel didactique, la promotion de l'excellence en milieu scolaire, les coopératives que nous construisons, que nous renforçons, et l'accès aux ressources des parcs dont nous faisons la promotion, renforcement du partenariat avec les AMIGREF qui servent d'interface entre le gestionnaire et la communauté, mais aussi les partenariats avec les radios locales pour diffuser la vraie information. Une des grandes problématiques qu'on a dans la plupart de nos pays, c'est la désinformation, l'ignorance. Quand on n'apporte pas une solution à cette ignorance, on a beau développer des stratégies les plus éclatantes en termes théoriques, la réalité n'aura pas de problème. La cohésion sociale, à travers différents types d'activités, mais aussi les différents niveaux de gouvernance. Nous avons des comités locaux de gestion qui se réunissent une fois au niveau de chaque commune. Et nous avons aussi des comités au niveau supra, donc départemental, qui se réunissent pour discuter des problématiques, les mettre ensemble et les utiliser pour la prise de décision. Une autre chose aussi assez importante, c'est tout ce qu'on met dans les plans d'utilisation de terre. On sait qu'il y a un conflit énorme, agriculture, élevage, cueillette, etc., et des aires protégées. Comment est-ce qu'on met tout le monde ensemble pour définir consensuellement l'utilisation durable de ces ressources? Et c'est tout un long processus d'information, de discussion, de dialogue.
Autour des aires protégées, l'État avait défini des zones tampons sur les 5 km en bordure. Vous vous retrouvez dans des contextes où certains sont des personnes très influentes, qui ont peut-être 100 hectares, d'autres n'en ont pas. Comment on peut éviter les conflits dans ce contexte? Il faut se regarder dans le miroir. Donc chaque année, nous réalisons cette enquête que nous appelons l'enquête CCI, l'index de circonscription pour la conservation, qui permet réellement de capitaliser les perceptions des communautés vis-à-vis de la gestion qui se fait et de recueillir un certain nombre de préoccupations et de perspectives qui vont servir à la planification prochaine. Et ce score, c'est un outil qui a été donc élaboré, qui nous permet réellement de nous mirer nous-mêmes et de savoir comment nous réorientons la gestion en fonction des perceptions de ces bénéficiaires. Les plans d'utilisation de terre et aussi l'étude socio-économique que nous réalisons tous les 4 ans, 5 ans pour nous rassurer que nous maîtrisons, que nous continuons de maîtriser les dynamiques socio-économiques autour de ces aires protégées et que nous les intégrons véritablement dans les décisions de gestion. C'est qu'on se regarde dans le miroir en faisant des dénombrements aériens périodiques tous les 2 ans, qui nous permettent d'avoir un état de la faune, mais aussi, ce qui est assez important, de comprendre les dynamiques sociales qui existent. Donc, on arrive à réellement estimer ou cartographier la présence du bétail, l'avancée plutôt du fonds agricole, les questions de transhumance, pour réellement se donner une image de l'efficacité des mesures et des options de gestion que nous mettons en place. Donc le bétail, ce qui nous a permis par exemple de comprendre que le bétail est une problématique importante. En 2024, sur les 2 aires protégées dans la périphérie et à l'intérieur de ces aires protégées, dans un contexte où la transhumance régionale a été formellement interdite. Donc ça nous a par exemple obligés à créer des zones pastorales avec des zones de répression modérées pour adresser la problématique de pouvoir intégrer ceci dans le plan d'occupation des terres. Donc, ce genre d'analyse périodique vous permet véritablement d'anticiper le problème et d'anticiper les solutions possibles. Ça nous a aussi forcé à développer ce qu'on a appelé la stratégie Éco-Tango, où plutôt nous avons 60 agents issus des communautés qui vont au contact des bouviers pour leur repréciser les limites de l'aire protégée et les orienter vers les couloirs de passage formels qui existent. Entrer dans ce processus de dialogue, s'asseoir avec des communautés, prendre le thé ensemble, discuter, prendre le lait de vache ensemble et véritablement discuter de façon pacifique pour trouver une solution au problème. Parce qu'il n'y a pas de solution légale. 30 000 têtes de bœuf entraîne forcément le risque de contamination faune domestique, faune sauvage. Ça nous a aussi forcé à, de façon gratuite et accompagnée, vacciner au moins 50 000 têtes de bœuf en périphérie chaque année au profit des communautés de. Donc, juste, j'aborde cette thématique pour nous dire, mieux on anticipe les problèmes, mieux on imagine la solution qui peut mitiguer le risque. Mais aussi de continuer par comprendre davantage les fondements des problèmes et de nouer des partenariats stratégiques qui permettent d'apporter une solution. La question de sensibilisation, on a plusieurs facilitateurs communautaires dans la plupart des villages riverains de CEPAC qui vont au contact des communautés de façon quotidienne. Et comme je le disais, l'implication des communautés dans les différentes structures de gouvernance qui les amène à être partie de la décision, ce qui facilite la mise en œuvre. Notre proximité des communautés et notre connaissance des problématiques majeures, nous essayons de connecter cette problématique majeure à toutes les structures qui ont le pouvoir d'apporter une solution à travers un cadre de concertation qui permet réellement de ne pas dupliquer les efforts, mais de les mettre en synergie. Et pour cela, il faut des partenariats stratégiques. Dans le parc, nous avons aussi un mandat d'application de la loi. Et les problématiques terroristes sont gérées par l'armée. Comment rallier les deux? Comment
se rassurer que les préoccupations communautaires sont comprises dans la stratégie militaire qui est mise en place et vice-versa. Et qu'on ne crée pas un peu de dos à dos entre les communautés et les forces de défense et de sécurité et nous. En conclusion, je dirais que cet ensemble d'interventions démontre que la protection de la faune peut être articulée à une politique de paix et de cohésion sociale. La gestion concertée des ressources naturelles est importante. La prévention des conflits intercommunautaires, l'inclusion socio-économique des populations riveraines, la transmission intergénérationnelle des valeurs de la conservation représentent des éléments clés à intégrer dans toute la stratégie de gestion de ces aires protégées qui deviennent plutôt des espaces écologiques et se transforment en plateformes multisectorielles de résilience, de dialogue et de stabilité. C'est l'essentiel de ce que je voulais vous présenter en vous disant que seules les communautés seront bénéficiaires de ce type de modèle d'intervention qui nous permettra réellement de nous inscrire dans un processus durable de paix et de stabilité. Et je vous remercie pour votre attention. Est-ce que le laboratoire peut avoir du financement avec vous pour continuer à conserver les ressources naturelles? Ça, c'est la première question. Pour qu'on ne dise pas que nous faisons de la conversation. La deuxième question, en fait, nous sommes à une journée internationale, la paix et ressources naturelles. Et quand on parle de paix, il y a conflit. Il y a différentes formes de conflits que l'on note. Conflit agriculteur-éleveur, conflit entre populations, conflit entre population et État, conflit animaux et population, conflit élus locaux avec administration publique. Il y a différents conflits entre États, sur lequel de ces conflits African Park se positionne. Et quel est l'outil que l'on pourrait retenir comme celui qui marche de tout ce que vous avez présenté? Quel est le message avec lequel nous allons partir? Est-ce qu'on va dire que African Park fait la promotion de la paix en appuyant tel levier? C'est le levier de la sensibilisation, c'est le levier du financement, c'est le levier de l'instruction, c'est le levier des activités génératrices de revenus. Quel est en fait pour vous le principal levier qui conduit à la paix autour des ressources naturelles? Je ne pense pas qu'il y ait une solution magique. Je pense que la solution doit être conçue, mise en œuvre, testée et validée, certifiée par chacun de nous. Le professeur Bako a donc abordé la question du financement. Je pense que déjà une précision, African Park, c'est une organisation non gouvernementale, non lucrative, et s'occupe de la réhabilitation des aires protégées à travers le continent, avec notre vision d'avoir 30 aires protégées sur notre gestion d'ici l'an 2030. Et contribuer donc à cette vision globale de la vision 2030 des accords multilatéraux en matière d'environnement. Et donc, dans ce cadre, nous ne sommes pas un bailleur de fonds, mais nous pouvons entrer en partenariat avec le laboratoire pour mobiliser les ressources ensemble sur des sujets d'intérêt commun et qui apportent véritablement de la valeur à nos différents process. Et je crois que nous sommes en partenariat avec beaucoup d'organisations dans ce sens. Et utilisons aussi notre capacité de mobilisation de ressources, puisque tel que c'est conçu, on a une grosse machine de mobilisation de ressources qui est basée au siège et qui permet véritablement d'anticiper les questions de financement, même si le marché est devenu assez compétitif aujourd'hui, nous essayons de faire le maximum pour atteindre nos objectifs. Nous devons être à même de créer des preuves de concept qui permet d'identifier à temps et d'adresser à temps les gaps qu'on note au niveau communautaire. Et nous intervenons véritablement sur cet aspect. La raison pour laquelle le modèle est assez intégré. Je donne un exemple pour caricaturer cela. En 2023, l'érosion a coupé la voie Batia Tangueta en deux. Il n'y avait plus de possibilité
que les communautés d'une part et d'autre puissent avoir accès au marché. Le fait que nous sommes dans un modèle intégré où nous avons des équipes d'infrastructure dans le bac qui ont la capacité, nous a fait déployer tout notre arsenal pour régler ce problème en moins d'une journée. Voilà un peu des aspects qui permettent aux communautés de constater qu'elles ont véritablement un partenaire à leur côté. Donc la promptitude dans la solution qu'on apporte au niveau communautaire change véritablement la donne. Je pense que gardons en tête que les ressources naturelles vont toujours être ou contribuer au conflit et que nous devons apporter véritablement des solutions. Pas des solutions court terme, pas des solutions temporaires, mais des solutions qui vont surtout fâcher. Aujourd'hui, pourquoi on n'irait pas dans la chaîne du baobab, créer des coopératives assez fortes qui arrivent à positionner un produit de baobab sur le marché international, qui rend durable véritablement leur investissement et leurs associations. Et nous devons aussi, d'une manière ou d'une autre, transformer les approches projets en de vraies approches programmes. Parce qu'on est tous conscients du fait que nous avons un projet de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, qui met des actions, a des acquis, mais parce qu'il n'y a pas une continuité du financement, ou parce qu'on n'a pas pu anticiper à temps la poursuite du financement, nous avons une pause d'1 an ou de 2 ans qui compromet déjà tous les acquis et qui vous fait mobiliser un financement en fait qui vous ramène à la case départ. Comment est-ce qu'on peut construire dans ce sens? Comment on peut poser une brique sur l'autre pour construire cet édifice? Je pense aussi, M. Bokhari, l'autre aspect important, c'est la coopération régionale. C'est que vous êtes du Niger. C'est important véritablement. Un seul État ne peut pas réussir de façon individuelle. On a véritablement besoin d'une coordination dans notre sous-région pour apporter des solutions qui s'entremêlent, qui véritablement font la base solide pour la solution sur la durabilité. Et pendant longtemps, à travers plusieurs projets, plusieurs initiatives régionales, on en est arrivé à des mécanismes d'harmonisation des procédures sur les 3 pays. Donc, à travers le projet PAPE, EcoPass, etc., on est arrivé à se dire comment collectivement nous gérons le complexe. Comment est-ce que les mesures réglementaires, les mesures logistiques, comment est-ce que le cadre législatif et réglementaire est harmonisé. Et donc, l'intervention se fait, je crois, chaque pays est souverain et définit ses normes, mais au niveau régional aussi, il y a cette coordination qui se fait.